Pierre Lursa, bonjour. Boker Tov, il faut appuyer sur le petit bouton rouge pour pouvoir vous entendre. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous, d'être venu ce matin dans notre studio pour parler de votre dernier ouvrage, Israël, un rêve inachevé, qui est paru aux éditions... Aux éditions de Paris. Max Chalet. Max Chalet. Et alors, ce livre parle, on va dire, parle d'Israël, des défis d'Israël, de la société israélienne. Sur quel point vous avez voulu insister ? Et pourquoi le rêve est inachevé encore ? Oui, alors ça fait... Deux questions. Alors, tout d'abord, c'est un livre qui parle de l'identité d'Israël. Voilà. Hein, donc, c'est un sujet, je pense, d'actualité à la veille de Hanouka. La question, c'est finalement, est-ce qu'on est un État juif ou est-ce qu'on est un État comme tous les autres ? Donc, c'est une question à la fois politique, qui est au cœur de l'actualité politique. C'est au cœur de l'actualité, bien entendu. Et en même temps, je le replace dans l'histoire d'Israël, et dans l'histoire du sionisme, et aussi dans la littérature israélienne. Parce que finalement, c'est une question qui a animé beaucoup d'écrivains israéliens. Et je parle, par exemple, j'évoque notamment le mouvement cananéen, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui voulait créer une identité israélienne qui n'aurait plus rien à voir avec le judaïsme. Oui. Alors, la conclusion, on va tout de suite à la conclusion. Est-ce que on assiste effectivement à une mutation identitaire dans la société israélienne aujourd'hui, et quelles sont les causes de cette mutation, si elle existe ? Oui, je dirais que finalement, la tentative pour couper totalement Israël de ses racines juives à laquelle on a assisté... au début de l'État d'Israël. Au début, ou même à l'époque des accords d'Oslo, avec la révolution culturelle qui était sous-jacente, donc finalement qui est une tentation permanente, qui existe même depuis les débuts de notre histoire nationale, eh bien, je pense qu'elle a échoué. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la culture israélienne se développe dans un sens qui n'est pas toujours celui qu'on attendait. C'est-à-dire que il y a eu un retour aux sources, un retour au judaïsme depuis déjà... Il y a eu un retour aux paramètres juifs de l'identité israélienne, on va dire. Oui, mais attendez, je pense que c'est pas ça le sens ultime finalement de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que le sens de cette évolution, c'est pas finalement recréer une identité juive en Israël. Ça va plus loin que ça. C'est finalement créer une nouvelle identité juive. Comme disait le Rav Manitou, une identité vraiment de devenir des Hébreux. Et donc quelque chose de totalement nouveau, puisque dans l'exil, on était toujours juif quelque chose. On était juif... ça peut expliquer justement l'engouement que l'on a aujourd'hui que dans la société israélienne, par la découverte des textes de Manitou, en tout cas de l'enseignement de Manitou aujourd'hui, qui peut être une explication à cette quête identitaire que recherchent beaucoup d'Israéliens. Bien sûr. Manitou, c'était connu dans les publics francophones, mais aujourd'hui, c'est devenu quelqu'un, une personnalité, une approche. Une référence, parce qu'il a posé les questions dans les termes précis dans lesquels elles se posent aujourd'hui. Il était précurseur, il a devancé son temps, on va dire. Absolument. Il a bien défini la question, c'est-à-dire créer une identité collective qui n'a finalement rien à voir avec tout ce qu'on a connu dans l'exil, parce qu'on était toujours une communauté, on était une kéhila, on était des juifs, comme j'ai dit, juifs quelque chose, juifs allemands, juifs arabes, juifs français. Et là, on devient juif tout court, et en plus, on le devient en tant que peuple. Alors évidemment, c'est quelque chose de tout à fait différent de tout ce qu'on a vécu. Les causes de ces changements, est-ce qu'on peut les cibler ? On peut les trouver ? C'est-à-dire, pourquoi, qu'est-ce qui a provoqué par exemple, ce retour à une forme d'identité juive, qui se traduit de différentes manières, hein. Ça peut se traduire par... Oui, comme j'ai dit, le retour à une identité juive, ce n'est qu'une phase. Finalement, il y a une espèce de mouvement dialectique, on pourrait dire, c'est-à-dire... Le sionisme laïque, c'est le rejet du judaïsme de l'exil, rejet qui est poussé quelquefois jusqu'à l'extrême par le mouvement cananéen qui dit on n'a plus rien à voir avec les juifs, on est un autre peuple, carrément. Après, vous avez un retour de balancier, c'est-à-dire on est quand même juif, finalement, on se souvient qu'on est juif. Il y a un très beau texte que je cite de Chaim Guri qui dit qui était au Palmar, bien connu, l'écrivain du Palmar, qui est un petit peu l'emblème de toute une génération, la génération du Palmar, et qui dit j'étais un hébreu. Et tout d'un coup, j'ai découvert que j'étais juif. Lui, cette découverte, il l'a faite en rencontrant les rescapés de la Shoah en Europe. Ça. Et donc, cette découverte du judaïsme. Et après, le troisième mouvement, je dirais la synthèse, que c'est qu'on vit aujourd'hui, c'est finalement élaborer une nouvelle identité, une identité hébraïque, qui n'est plus l'identité juive et qui, en même temps, n'est pas le rejet du judaïsme. Donc, il y a autre chose. Parce que j'ai eu l'occasion, moi aussi, de donner des conférences sur ce sujet-là, et j'avais développé une thèse, vous me dites peut-être qu'elle se trouve dans votre livre, sur le fait que finalement... ce retour à une identité juive, il a été le résultat, on va dire,
de ce qui s'est passé au moment du processus d'Oslo, c'est-à-dire que l'adversité palestinienne, le refus des Palestiniens d'accepter le moindre compromis, a poussé, on va dire finalement, de plus en plus d'Israéliens à redéfinir leur relation avec la terre d'Israël et avec leur identité juive aussi. Alors, oui, mais alors avec deux réserves. C'est-à-dire que moi, effectivement, je pense que c'est une époque cruciale qu'on a vécue il y a 20 ans. C'est parce qu'effectivement, il y avait derrière les accords d'Oslo, c'était pas seulement... Et celui qui a le mieux exprimé finalement quel était le projet d'Oslo, c'est l'écrivain David Grossman, qui a dit dans un texte qu'il a publié en septembre 93, donc en temps réel, il a dit « On ne va pas seulement se retirer de territoire géographique, on va aussi se retirer de territoire de notre âme. » Et qu'est-ce qu'il entendait par là ? Il entendait on va renoncer à tout ce qui fait de nous un peuple spécial, Am Segula. Il ne faut plus qu'on soit Am Segula. Et c'est exactement ça l'enjeu de cette période. Mais finalement, c'est un enjeu qui revient de manière récurrente dans toute l'histoire juive. C'est-à-dire que toujours on veut se débarrasser de ce rôle que Dieu nous a donné, qu'on croit d'ailleurs, qu'on soit croyant ou non. Mais c'est une évidence quand on étudie un peu l'histoire juive. Et des gens comme David Ben Gurion l'avaient sûrement compris, parce que personne ne peut se pencher sur l'histoire juive et ne pas voir cela. C'est cette tentation de la rupture, du rejet de notre passé qui est toujours présente. Et donc, on l'a vécu en Israël aussi, à un paroxysme. Il y a eu plusieurs paroxysmes, mais un des points de paroxysme, c'était l'époque d'Oslo. Et aujourd'hui, on comprend qu'on n'a pas le choix que d'assumer notre identité. Et la question, c'est comment on va la définir, bien entendu. Donc, c'est un enjeu qui n'est pas terminé, c'est un combat permanent. Mais est-ce que, alors justement, vous disiez le rêve est inachevé, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on n'a pas l'impression que la société israélienne se dirige irrémédiablement vers, on va dire, un renforcement de cette identité juive, peut-être même au prix de certaines définitions d'un libéralisme à outrance qui a été recherché en particulier d'abord par la gauche israélienne dans les années, la dernière fois dans les années d'Oslo, mais même à travers la Cour suprême, etc. Est-ce qu'on on se replie pas aujourd'hui vers une forme de conservatisme de retour non, d'abord, si vous voulez, je pose pas le débat en termes d'identité juive à proprement parler, puisque c'est une nouvelle identité qui est en train d'émerger, qui n'est pas ce qu'on a connu dans le passé, donc au cours de notre histoire d'exil, puisque finalement la condition d'exil, on n'était pas Israël totalement. C'est pour ça que je m'en exacte du livre à la fois la déclaration d'indépendance et aussi le fameux passage qu'on a lu il y a 15 jours dans la paracha de Vaishlar, c'est-à-dire le combat de Jacob avec l'ange. L'enjeu, c'est de faire émerger une nouvelle identité, c'est-à-dire de devenir encore Israël. On n'est pas encore devenu Israël, on est en train de le devenir, mais on est encore quelque part le Yaakov de la Galoute, on est encore quelque part le juif de la Galoute. Mais on est de moins en moins. Bien sûr, on l'est de moins en moins, mais on l'est encore un petit peu. La preuve, c'est qu'on veut finalement... Je vais vous donner un exemple qui finalement sur un sujet qui n'a rien à voir. Face au missile du Hamas, lorsqu'on élabore une espèce de parapluie élaboré, de parapluie très, très, très perfectionné, qui coûte très cher et qui marche une fois sur deux. Eh bien ça, c'est encore le juif de l'exil, ce juif de la Galoute, parce que quand on nous tire dessus, on va pas ouvrir un parapluie, on va aller chez l'ennemi. C'est ce que faisait Israël au début, dans les premières années de l'État. Vous voyez que c'est un mouvement dialectique, il n'y a pas un progrès, il y a des retours en arrière. Dans les premières années de l'État, on vous auriez dit à un chef de l'état-major ou à un premier ministre qu'on va inventer un système pour contrer des missiles comme ça, il aurait rigolé. Il aurait dit, mais vous êtes fous, c'est quoi? C'est le juif du ghetto complètement... Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est une sorte on va dire, de chant du cygne, on va dire, de ceux qui prônent cette identité aujourd'hui, ou alors elle est toujours très 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 présente dans la réalité israélienne? Je pense que oui, la tentation de la Galoute, la tentation de rester le juif de l'exil qui sait pas se défendre, qui veut se défendre mais sans contre-attaquer, sans faire trop de mal à ses ennemis, elle est toujours présente. Mais effectivement, elle vient un petit peu son chant du cygne parce que quelque part, la majorité du peuple a compris. On sait bien que... C'est-à-dire, par rapport à l'approche, pour revenir à Herzl, à l'approche de l'État d'Israël comme État refuge, cette dimension aussi, elle a changé. Elle a obligatoirement changé parce que les État refuge, on a compris que ça marchait pas. Ça pouvait pas marcher à long terme. Parce qu'on n'est pas un État refuge, finalement. On a le Hamas à notre frontière sud. C'est-à-dire, c'est nous qui l'avons installé par une ironie cruelle. Et on a le Hezbollah à la frontière nord. On n'est pas vraiment un refuge. On est un refuge, mais si on veut être que ça, alors c'est quelque part, si la réussite du sionisme se mesurait que à ça, alors quelque part, ça serait un échec, n'est-ce pas? Mais heureusement, le sionisme, c'est bien plus que ça. Sinon, effectivement, ça serait pas très encourageant. Mais moi, je suis très optimiste. On est en train de vivre cette mutation. Alors, ce rêve inachevé, il va s'achever à votre avis? C'est-à-dire, on va arriver à cette mutation pleine et entière?
identitaire. Bien sûr, on est en train de le vivre, bien sûr, mais on ne sait pas combien de temps ça va prendre. C'est comme si on voulait savoir quand est-ce que le Mashiach arrive. On sait qu'il peut arriver, mais voilà, on ne sait pas quand. Et bien sûr, on est en plein dans ce processus, et c'est ça qui est à la fois aussi passionnant en Israël, c'est de vivre cette mutation d'identité. Et bien là-dessus, on est tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Pierre Lursa, d'être venu nous parler de votre dernier ouvrage. On peut le trouver où en Israël ? On peut le trouver, comme on dit, dans toutes les bonnes librairies. Et si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à le demander. C'est-à-dire les librairies francophones, on va dire Les librairies francophones, bien sûr. À vice-versa, à Jérusalem et aussi à Tel Aviv. Et sur Internet. Et sur Internet. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre livre Israël, un rêve, le rêve inachevé de Pierre Lursa, dernier livre de Pierre Lursa. Merci beaucoup Pierre d'être avec nous ce matin.